Mais lorsqu'on ferme la bouche de Charles Onana, c'est-à-dire on accepte de continuer dans le pillage et dans le viol de ce qui se passe à l'Est. Nous, Congolais, on ne doit pas accepter l'Est. Je crois qu'à l'Est, on doit comprendre que c'est pour la toute première fois de l'histoire africaine que le président Kagame soit refusé l'accès aux États-Unis. Irak. Et vous connaissez la suite avec Saddam Hussein. Donc c'est la même chose qui risque de se retourner pour le Rwanda parce qu'on a fabriqué un tyran africain pour déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est ça. Effectivement. Lorsque les premiers échantillons de notre uranium est arrivé aux États-Unis, c'est à ce moment-là que Albert Einstein dira aux Américains, il faut prendre ces pays-là comme étant votre protectorat. Et lorsque cette histoire de l'Holocauste a commencé, oui, prenez ces livres-là, en 1900, lorsque ça commençait, Charles Onana, oui, lorsque ça commençait en 1994, la France était gérée sous Mitterrand. Et à cette époque-là, le président Clinton ainsi que le premier ministre britannique ont pris l'orientation Congo et en mettant de côté le président français. C'est Sarkozy qui est allé se marier avec le président rwandais, chercher à faire entrer la France dans cette histoire. Mais non, c'est à nous de communiquer suffisamment. Quand vous dites marier, oui, tout a été manigancé par la structure de Soros, en tête avec M. Bill Clinton. C'est lui qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à nos frères qui vivent aux États-Unis, en Europe et consorts, à chaque fois qu'il y a manifestation, il faut toujours mettre l'effigie de M. Clinton. C'est lui le patron de tout ça. Quels sont les péchés justement, les péchés de Charles Onana en publiant ses livres par rapport à ses détracteurs? Tous ces gens-là. Aujourd'hui, le prix du coltan est au rabais. Mais on ne sait pas évaluer en réalité combien ils ont pillé chez nous. Parce que 2014, 2015, 2016, 2017, le Rwanda était estampillé comme étant le premier pays producteur mondial de coltan. Le premier pays producteur mondial de coltan. Un minerai qu'on ne retrouve pas sur le sol rwandais. Effectivement. Tout Congolais est appelé à être ami de Charles Onana. Alors qu'est-ce qui est fait justement pour soutenir Charles Onana? Parce que c'est pour la cause de la République démocratique du Congo qu'il est aujourd'hui poursuivi. Soutenez toutes les démarches que le président de la République est en train d'entreprendre quant à ces dossiers. Et deuxièmement, troisièmement, vous soutenez nos frères et sœurs de l'Est et vous soutenez la stabilité de la République démocratique du Congo. Parce que lui, il a pris sur ses épaules, chose que nous, Congolais, on avait peur de dénoncer. Regardez même dans nos médias, il y a 6 ans, 7 ans, on ne savait pas dire réellement ce qui se passe parce qu'on était aussi géré par les mêmes personnes qui sont de cette émanation-là. Donc par crainte de représailles, d'être poursuivi? Alors que lorsqu'on devient légion, ça sera difficile d'être poursuivi. Je ne sais pas si vous avez échangé avec le feu professeur Biyoya. Moi, je le suivais souvent. Il dénonçait déjà, il faisait la même chose que notre frère le professeur Onana. Philippe Biyoya. Moi, il y a M. Freddy Moulumba. Et le lundi 7, nous allons organiser un sit-in. Ici à Paris ou bien à Kinshasa? Non, à Kinshasa, il y a aussi des gens qui vont œuvrer à Paris. Et je crois aussi au Cameroun. Et dans d'autres pays africains aussi. Mais ici, je donne le programme d'ici. Lundi, mardi, mercredi. Je crois lundi, on va fixer les sites. Le mardi, on fait la même chose. Le mercredi, le jeudi, il y aura pratiquement un temps mort. Et le vendredi, on va faire un grand Donc tout le temps du procès, vous serez en activité, oui, il faut être en activité parce qu'on doit être en esprit avec notre frère Charles Onana. Mesdames, Messieurs, tout peut disparaître, mais la seule chose qui peut nous rester, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Les Congos d'abord, c'est votre émission. Tout ce qu'on peut faire, on peut voyager, on peut manger, on peut rencontrer d'autres peuples, mais nos origines, difficile de les effacer. Nous allons donc, dans cette émission, le Congo d'abord, parler du 19e sommet de la francophonie qui se tient à Paris, en France, sommet auquel ont été conviés plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une cinquantaine de chefs d'État attendus à ces sommets, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé le jeudi 3
octobre 2024 à Paris pour prendre part à ces sommets de chefs d'État. Nous allons parler également dans ces magazines politiques du procès qui démarre le 7 octobre prochain contre l'écrivain franco-camerounais Charles Onana. Vous savez, Charles Onana a écrit un ouvrage, un gros livre sur l'Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale, ses prises de position dérangent et la Chambre correctionnelle de Paris va entamer à partir du 7 des audiences un procès contre Charles Onana et la plainte a été déposée par des organisations de la société civile, bien sûr appuyées par le Rwanda. Nous allons en parler justement avec notre invité Patrick Mpiana, qui est cadre de l'UDPS, il est analyste politique, il est secrétaire fédéral de l'UDPS Tshisekedi. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Effectivement, de l'UDPS Tshisekedi, chef de département en charge d'études et planification. C'est ça le travail que je fais au sein de ma fédération de Moamba. Et si on est là, devant le public, devant nos frères et sœurs congolais, surtout nos frères de l'Est, c'est pour que nous puissions décrypter l'information politique et internationale, que ce soit nationale, mais particulièrement pour plaider sur le plan international et dénoncer les génocides qui se passent à l'Est de la RDC. On va y arriver à Patrick Mpiana. Commençons d'abord par le 19e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tient présentement à Paris où séjourne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé jeudi tard dans la soirée. Il a été accueilli par une forte délégation de la communauté congolaise, des officiels congolais, à la tête de laquelle s'est trouvé l'ambassadeur de la RDC en poste à Paris, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Créer, innover et entreprendre, c'est le thème de ces sommets de chefs d'État et de gouvernement, ces sommets de la francophonie. C'est un thème évocateur pour vous? Oui, c'est évocateur par le fait que, vous voyez, lorsqu'on vit, l'homme est un darsem, il évolue en existant. Et si nous regardons là où le monde se dirige aujourd'hui, c'est un monde qui semble être bipolaire. Aujourd'hui, là où nous tendons, ce n'est plus un monde géré par l'unique superpuissance, les États-Unis d'Amérique. Et dans ces mondes-là du futur, il faut avoir l'esprit créatif. Donc, il faut innover, il faut créer. Mais il faut créer de quelle manière? Nous parlons français, c'est-à-dire il ne faut pas, comme l'avait évoqué il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 5 ans, non, il y a 6 ou 7 ans, un ancien ministre qui parlait de Made in DRC. Or, lorsqu'on parle de Made in DRC, c'est déjà de l'anglais que nous sommes en train de prendre. Oui, c'est de l'emprunt. Le mot parking, oui. C'est emprunté de l'anglais. Non, il y a possibilité aussi de parler de fabriquer en République démocratique du Congo. C'est en français et ça permet d'asseoir. Parce que si on doit créer et innover en français, c'est parce que la francophonie, c'est un espace géographique qui, dans le monde des affaires, dans le monde économique, pèse beaucoup. C'est à peu près la 3e langue utilisée dans le monde d'affaires, ça c'est le 1. Et deuxièmement, l'espace francophone dans son ensemble, c'est 16% du produit intérieur brut mondial. Alors lorsqu'on se retrouve dans des forums pareils, je pense qu'au centre et au cœur de l'innovation, il y a la République démocratique du Congo. Vous savez, on a été au centre de l'industrie automobile avec le caoutchouc. Aujourd'hui, on est encore au centre des voitures électriques avec les minerais critiques. Non, d'abord avec la nouvelle technologie de la communication et de l'information, avec les téléphones et les ordinateurs, avec le coltan de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes avec les véhicules électriques parce qu'il y a encore notre cobalt qui serait mis en jeu. Donc, lorsqu'on doit parler de l'innovation et création, donc il faut directement associer l'importance et la puissance de la République démocratique du Congo en cette matière. Si ça doit se faire en français, tel que nous c'est projeté, mais il faut à la limite respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. On va y arriver, Patrick Mpiana. Nous allons parler dans cette émission. Et beaucoup de pays membres qui partagent le français comme langue
au sein de l'espace francophonie. J'ai fait allusion ici à la République démocratique du Congo que vous venez de citer. J'ai fait allusion également au Liban qui fait face aujourd'hui à la guerre avec Israël parce que les troupes d'Israël sont en train de mener des raids contre les Hezbollah libanais. Et le Liban, c'est un pays membre à part entière de la francophonie au même titre que la République démocratique du Congo. D'après vous, quels sont les enjeux de ce 19e sommet? Non, il y a plusieurs enjeux. Ce qu'il faut savoir dans ce 19e sommet, il y a aussi l'entrée dans l'espace francophone des pays qui, jadis, n'étaient pas membres. Par exemple, le Chypre, où 6% de la population parle français, mais les Chypriotes ont préféré privilégier les aspects économiques. Bon, si on doit parler du bilan de Liban, c'est parce que bien que c'est un pays francophone, mais ce qu'il faut savoir est qu'il y a des antagonismes entre les Libans et l'Israël du fait que le Hezbollah, c'est un mouvement soutenu par l'Iran. Alors, c'est une guerre. Et l'Iran est considéré par les États-Unis d'Amérique qui appuient Israël. Et les États-Unis considèrent l'Iran comme étant l'un des pays des axes du mal. Non, axe du mal parce que l'Iran veut se désolidariser. Ça veut dire quoi? Vous savez, sous la gestion des champs d'Iran, Ayatollah Khomeini était en France. Et pour chasser les chats d'Iran, on s'est servi d'Ayatollah Khomeini. Et lorsqu'il a atterri avec le Boeing 767 à l'époque, et je crois 2 mois après, il a organisé la prise en otage des Américains qui étaient dans l'ambassade des États-Unis, je crois 52 membres. Et c'est par là que l'histoire a tourné et on est allé créer une puissance, un pays voisin pour attaquer l'Iran, c'était l'Irak. Et vous connaissez la suite avec Saddam Hussein. Donc c'est la même chose qui risque de se retourner pour le Rwanda parce qu'on a fabriqué un tyran africain pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous voulez parler des Kagame, c'est ça? Effectivement, nous parlons des Kagame parce que l'histoire ne fait que se répéter. C'est Kagame qui devait se comporter en africaniste. Il devait lire l'histoire de ce que ses amis occidentaux ont fait ailleurs pour éviter le problème avec... Les Occidentaux ont toujours utilisé certains leaders politiques pour des fins, je ne sais, économiques ou je ne sais, politiques, et après ils les relâchent, ils abandonnent. Mais dans la plupart des cas, ce sont des fins purement économiques. C'est ce qui se passe par exemple en Israël, parce qu'il y a le pétrole de l'autre côté, mais comme Netanyahou, c'est un dirigeant qui est du mouvement de droite et que les mondialistes sont de gauche, c'est-à-dire, parlons de Macron, parlons de Biden, sont de gauche. Alors, pour faire partir Netanyahou, parce qu'ils sentent le mariage entre Netanyahou et Trump, et avec Viktor Orban de la Hongrie, et un président Tshisekedi en République démocratique du Congo, c'est la fin de mondialistes. Vous comprenez? Parce qu'ils ont pris en otage, au fait, les économies des pays africains juste après la libération de Mandela. C'est là où beaucoup d'histoires ont changé avec Open Society Foundation de M. Soros. Donc, comprenez, l'histoire commence à tourner. Même Biden a dit que moi, j'ai commencé ma vie politique avec la guerre de Vietnam. Et maintenant, il va quitter cette vie politique avec la guerre dans le Moyen-Orient, avec la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Donc comprenez que ce sont des faiseurs de guerre. Parce que pour eux, la guerre, ça fait partie d'un modèle économique mis en place par la famille Rothschild ainsi que les Rockefeller. Et un modèle économique qui est en train de faire couler les sangs. Effectivement, c'est le modèle de chaos, en fait. Pour eux, ils réfléchissent dans le sens chaos equal profit. Donc, lorsqu'ils sèment le chaos, c'est en ce moment-là qu'il y a pillage de vos ressources, par exemple, à l'Est. Parce que vous ne savez pas contrôler. Lorsque vous êtes devant un dirigeant d'une université qui souhaite piller les ressources de l'université, si vous lui demandez le nombre d'étudiants, il ne saura pas vous donner le nombre d'étudiants. Revenons sur le 19e sommet. Le modèle Patrick Campiana, revenons sur le 19e sommet de la francophonie. Notre pays, la RDC, c'est un grand pays francophone. Si pas le premier, les plus grands pays francophones du monde en termes de densité démographique, en termes des locuteurs, donc des gens qui parlent français. Vous n'avez pas des chiffres ici, c'est à peine 6%. 6%.
Mais la République démocratique du Congo, je peux dire, c'est plus de 90% de la population parle français. Et avec un accent de midi, hein, un bel accent du français. Justement, à son arrivée en France, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, un tête-à-tête, tout qui augure de bonnes choses par rapport à la situation de l'Est. Bon, outre la situation de l'Est, vous savez, lorsque le président était pour la dernière fois à Paris, ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'engagements, entre autres le projet Métrokin. Donc je pense que la présence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État à Paris, c'est un atout pour plusieurs échanges. Et entre autres, ce qui se passe à l'Est. Je crois qu'à l'Est, on doit comprendre que c'est pour la toute première fois de l'histoire africaine que le président Kagame soit refusé l'accès aux États-Unis. Donc, aux États-Unis... nous l'apprenons, c'est alors... non, ça je vous informe. Raison pour laquelle il était absent parler de au sommet... à l'Assemblée générale des États-Unis. Parce qu'actuellement, Kagame dérange. Actuellement, son image dérange. Mais ça dérange depuis quand? C'est depuis que le président de la République a commencé à dénoncer ce qui est réellement la face qui semblait être cachée de M. Kagame par rapport aux atrocités de l'Est, où il y a eu plus ou moins 10 millions de morts, il y a des femmes violées, il y a des enfants qui se retrouvent dans des endroits séparés de leurs parents. Donc comprenez qu'il y a beaucoup à réfléchir, et dans tout ça, vous allez comprendre que lorsque M. Clinton ta journée ici au Rwanda, je crois l'année passée, au lieu de parler de génocide Tutsi, il a parlé de génocide rwandais. Vous savez, parce qu'il n'y a pas eu que la mort de Tutsi. Il y a eu de Tutsi, de Toi, ainsi que de... Mais ce qui est vrai, Clinton n'a pas fait la négation du génocide. Non, faire la négation du génocide, ce n'était pas d'actualité. Mais enlever cet aspect d'estampillage Tutsi, pour créer un discours pour piller la RDC, parce qu'il y a un discours tout autour de ça. Si nous sommes en République démocratique du Congo, c'est pour protéger une minorité. Alors, si vous prenez les 120 millions, 100 millions de Congolais, vous divisez par 450 ou 480 tribus ethniques qui composent la République démocratique du Congo, vous allez finir par comprendre que la RDC n'est composée que des minorités. D'où cette notion-là n'a pas de raison d'être. Donc, cette notion ne tient pas debout. Hein. Ne tient pas des minorités, ça n'existe. Ça n'existe pas. Ça Sinon, chaque tribu va s'estimer. Si vous partez par exemple au Kassai chez moi, si vous allez à Luisa, vous verrez des patois que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes de l'Omami? Non, moi je suis du Kassai oriental. Ah, parce que vous parlez de Luisa, oui. Non, Luisa c'est dans le Kassai central. Kassai central, oui. Mais si vous partez dans le Kassai oriental déjà, il y a les Kanyoka, il y a les Babinji. Les Babinji. Il y a des gens qui sont partis par là. Si vous allez au Sankuru, si vous partez chez les Mongo, vous allez comprendre qu'entre les Anamongo, il y a des spécificités. Et si vous prenez tout ça, vous prenez les 120 millions, vous faites la moyenne, vous verrez que la moyenne n'est formée que des minorités, alors que la petite minorité qu'on semble nous présenter, la minorité Tutsi, n'est qu'une minorité comme les autres minorités. Donc, c'est pas une leçon... Au tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron, le président français les a reçus séparément. Il a d'abord reçu le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, Paul Kagame. Derrière, l'idée du dialogue, ou d'un rapprochement entre les deux chefs d'État. Je l'ai toujours dit que, selon mon entendement, même la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt, qui a entamé les négociations déjà en 1942, alors que lui mourait en 1943, il y avait déjà l'idée des dialogues. Même lorsque vous suivez la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Zelensky vous dit quoi? Nous allons en diplomatie pour qu'on arrache la fin des hostilités. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème pour dialoguer. Mais il faut qu'on se dise de vérité. Que font les Rwandais chez nous?
quelle est la facture de tout ce qu'ils ont pillé chez nous? Je crois lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, le président Tshisekedi, du président de l'UDPS à cette époque-là, avait déjà posé cette question lorsqu'il a dit que mon frère est pris en otage par des jeunes gens que je ne maîtrise pas. Et à cette époque-là, il y avait Bouguera, il y avait James Kabarebe. Vous voyez tous ces gens-là, ces conglomérats d'aventuriers, représentés aujourd'hui par M. Kagame. Il y a quand même à se dire, non? Pourquoi se dire? Pourquoi fixer un certain nombre d'éléments? C'est pour éviter une répétition de ce qui se passe maintenant, parce que ça fait partie de l'histoire macabre de l'Afrique centrale. Chose qu'on ne pouvait jamais vivre lorsqu'on sait respecter nos relations de proximité. Parce que le Congo soit riche ou non, mais il y a possibilité de développer les activités où les externalités économiques seraient bénéfiques à tout le monde. Donc ce sommet, oui, c'est rêvé un caractère important pour le pays membre, notamment la République démocratique du Congo, parce que le chef de l'État met en exergue la dimension diplomatique. Outre la dimension diplomatique, mais il y a la dimension géostratégique aussi. Il y a la dimension potentiel, en termes de potentialité minière. Donc, dimension économique. On doit parler innovation, mais quel est le pays qui fournit les matières premières pour nous permettre, en termes technologiques, s'il faut innover? Mais c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes au centre. Raison pour laquelle j'ai dit, moi je réfléchis, s'il faut que l'Afrique puisse bénéficier de 2 places dans les conseils permanents des Nations Unies, avec possibilité d'un droit de veto, la République démocratique du Congo doit être là. C'est aux autres de se bousculer. Doit être là, mais c'est vrai. Il y a des critères et il faut se battre justement parce qu'il y a le Nigeria, la première économie africaine, il y a l'Afrique du Sud, il y a quand même une certaine conditionnalité qui doit accompagner les pays qui voudraient postuler à être parmi les 2 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que sur le plan économique, il y a 2 ans, on est dans les top 10 ou top 11. Et je pense que si nous continuons dans la lancée, parce que lorsqu'on fait l'analyse économique, il y a une projection structurelle et il y a une projection conjoncturelle. La conjoncture, actuellement, c'est difficile. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo, c'est pratiquement dans toutes les nations. Où d'ailleurs, chez nous, on a connu un rabais en termes de prix de carburant, chose qui ne se passe pas ailleurs. Toute l'année 2022. Et ça, c'est le miracle Judith Souminois. Bon, ça fait partie de la gouvernance. Parce que lorsqu'on fait l'analyse de coûts et prix de revient, il y a des éléments qui peuvent se dédoubler par le fait des manques de précision dans le calcul de coûts et prix de revient. Alors, lorsqu'on essaie d'élaguer tous ces éléments, vous verrez que lorsqu'on est dans la netteté, le prix vacille tout autour de $1. On est à 2900 alors que le taux est dans le 2800. C'est ce qui est. C'est quand même quelque chose, mais il faut maintenant qu'il y ait une incidence sur. Non, ce n'est pas quand même. C'est quelque chose. C'est énorme. Parce que je vous concède cela, oui, mais les Congolais lambda veulent voir les prix des produits de première nécessité baisser. Par exemple, les prix du transport baisser parce que le carburant le prix du carburant a été réduit à la pompe. Non, effectivement, si l'offre publique, si l'offre de carburant répond, vous verrez que s'il y a... Parce que dans le domaine des transports, c'est un domaine particulier en République démocratique du Congo, parce que l'offre de transport sur le plan public pose problème. Raison pour laquelle une ville telle que Kinshasa, il faut qu'on puisse construire le métro. S'il n'y a pas de métro, ça sera très difficile pour équilibrer réellement le prix du transport. Parce que l'offre de privé dépasse l'offre publique. Je sais que il y a un travail dans ce sens-là. Il y a un travail qui s'est fait déjà au niveau du gouvernement. J'ai vu qu'on devait assainir les... Mais par rapport au coût et prix de revient des autres denrées, vous allez comprendre que le coût du carburant, c'est un élément significatif. Et lorsque nous quittons 3500 pour 2900, c'est 600 francs, c'est beaucoup. En termes économiques, 600 francs par rapport à 3500, c'est à peu près 15 ou 20%. Mais c'est beaucoup. Je pense que nous attendons les retombées sur d'autres secteurs de cette baisse du prix de carburant. Patrick Kempien, revenons au 19e sommet de la francophonie, sommet des chefs d'État et de gouvernement auquel prend part le président de la République
démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse à haute voix. Est-ce que la RDC doit continuer à rester membre de cette organisation, du fait que quand il faut traiter des questions sensibles comme celui ou celle de la guerre au pays, aujourd'hui on met en avant-plan la situation du Liban. J'ai suivi le programme, tout ça. L'attention est focalisée plus sur ce qui se passe au Liban, un des pays membres, au même titre que la RDC, que ce qui se passe dans l'Est du pays. Est-ce que doit-on continuer à rester membre de cette organisation? Non, on peut continuer à rester, mais avec des conditionnalités. Il y a aussi un autre travail à faire. Vous savez, le travail que vous faites étant qu'immédiat, ça demande beaucoup de moyens. Il faut vraiment assez que le gouvernement puisse comprendre que la République démocratique du Congo a été créée au même titre que l'État d'Israël. Dans le monde, on n'a créé que 2 États. Les restes des États sont venus, sont créés, existent par la dynamique de peuple. Mais nous, c'était par la concaténation des territoires et ainsi de suite, on a formé cet État-là. Et deuxièmement, outre cet acte-là, c'est par le média. La Belgique, à cette époque-là, a utilisé ce qu'on appelle un document médiatique qu'on appelait les journées géographiques. C'était pour permettre aux Belges d'accepter le projet Congo. Donc c'est pour dire que c'est par la voie de la presse, là, le travail que vous faites là, c'est un travail considérable et qu'on doit intégrer parce que c'est par là qu'on va créer une dynamique nationale. C'est cette dynamique-là qui nous manque. Au moment où le chef de l'État est au front, mais vous verrez, il y a des Congolais véreux qui s'associent avec l'ennemi du Congo et à un certain moment, ils prennent même le courage de critiquer les actions du gouvernement qui sont orientées dans le sens d'organiser le pays et d'améliorer la gouvernance. Liberté d'opinion. Je suis d'accord avec la liberté d'opinion, mais cette liberté d'opinion, il faut savoir où l'orienter. Mais lorsqu'il y a des enjeux géostratégiques qui concernent l'existence de la République démocratique du Congo, le problème qui est au centre aujourd'hui, le choix de prendre ces pays en otage ne date pas d'aujourd'hui. En 1939, lorsque les premiers échantillons de notre uranium est arrivé aux États-Unis, c'est à ce moment-là que Albert Einstein dira aux Américains, il faut prendre ces pays-là comme étant votre protectorat. Raison pour laquelle en 1942, les États-Unis considéraient déjà la République démocratique du Congo comme étant leur espace géostratégique. On va y revenir. Donc, dans une émission élaborée. Et comment on peut être distrait en 2024? Ça, c'est des questions de géostratégie. Oui. Nous allons justement revenir sur le 19e sommet de la francophonie. D'ailleurs, c'est l'un des thèmes de notre émission, n'est-ce pas? Quels sont les enjeux et qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre de cette organisation? C'est un espace d'échange, de dialogue, mais en réalité, quand nous voyons très bien, c'est comme si ce qui se passe à RDC n'intéresse plus personne. Si, ça intéresse. D'ailleurs, vous avez les livres de Charles Onana, l'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est à peine que la France commence à condamner ce qui se passe au pays. Non, effectivement, parce que lorsque cette histoire de l'Holocauste a commencé... Oui, prenez ces livres-là. En 1900, lorsque ça commence, Charles Onana. Oui, lorsque ça a commencé en 1994, la France était gérée sous Mitterrand. Et à cette époque-là, le président Clinton ainsi que le premier ministre britannique ont pris l'orientation Congo et en mettant de côté le président français. C'est Sarkozy qui y est allé se marier avec le président rwandais, chercher à faire entrer la France dans cette histoire. Mais non, c'est à nous de communiquer suffisamment. Quand vous dites marier, ça veut dire qu'ils ont fait des alliances Effectivement, raison pour laquelle lorsqu'il était venu ici, il a dit clairement que nous pouvons partager nos richesses avec nos pays voisins. Chose que la France ne fera jamais. Alors qu'on peut se créer des opportunités économiques de part et d'autre. C'est le cas de la République démocratique du Congo et de la Zambie.
Lorsque les minéraux quittent la République démocratique du Congo, ça prend quelle direction? C'est la Zambie. Nous payons en termes de payage. À défaut, nous consommons le carburant acheté à l'espace zambien, nous payons la TVA de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de créer des externalités économiques de part et d'autre. Et d'ailleurs, c'est ça que le président de la République avait voulu, à son avènement lors du premier mandat. Il a rapproché tous ses voisins. Il a fait son premier voyage d'ailleurs. C'était ça l'objectif qui a fait que nous puissions nous retrouver dans l'East African Community. C'est pour que nous puissions se créer une zone d'enrichissement où tous ensemble nous allons vivre dans un environnement qui ferait beau. Si vous êtes par exemple au Bénin, pour aller au Nigeria, vous prenez la route de Sémékoudjou et vous allez vous rendre compte qu'il y a des échanges intéressants entre le Nigeria et le Bénin, mais il n'y a pas de guerre. Mais nous, c'est le contraire. Et nous, c'est le contraire. Oh, le Nigeria, c'est la grande puissance régionale. Et avec le Nigeria, il y a le Togo qui vit, il y a le Bénin de l'autre côté, il y a aussi le Cameroun. Et donc, vous saluez à la démarche d'Emmanuel Macron de rapprocher les deux chefs d'État, peut-être pour un dialogue et le retour de la paix dans l'Est. Si et seulement s'il y aura la paix dans l'Est sans compromission. C'est-à-dire, il faudra que le sol et les sous-sols de la République démocratique du Congo reviennent réellement aux Congolais. On n'a pas à les partager avec n'importe quel pays, mais on n'a que la possibilité de créer des échanges qui feraient que chacun trouverait son compte par le fait des échanges. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne. Pourquoi l'expression midi à 14h? C'est parce que l'Allemagne a traversé la Belgique de 12h à 14h. Mais aujourd'hui, la Belgique joue un rôle au centre de l'Union européenne. C'est ce que nous voulons. C'est ça la vision. Si M. Kagame ne comprend pas ça, ça c'est pas la vision de Kwame Nkrumah. C'est pas la vision de M. Lumumba, la vision des panafricanistes. Des panafricanistes. Nous voulons vivre ensemble dans un environnement qui devait être le plus beau du monde. Parce que lorsque vous regardez même des exercices des météos ailleurs, en Afrique on dit toujours il va faire beau en Afrique. Chez nous c'est pendant 9 mois qu'il fait beau en Afrique. Nous avons les grands soleils. Voilà Patrick Piana, nous allons aborder le deuxième thème de cette émission et nous allons terminer par là. Il y a un procès qualifié des procès du siècle. Les procès intentés contre l'écrivain franco-camerounais Charles Onana à la suite de l'apparition de son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Quelques ONG internationales, tout naturellement entre guillemets instrumentalisées par les Rwandais, ont porté plainte contre Charles Onana et les procès commencent le 7 octobre prochain. Comment vous interprétez cela? Bon, la réalité ici, ce sont les mondialistes qui veulent taire quelqu'un. C'est Charles Onana. Mais lorsqu'on ferme la bouche de Charles Onana, c'est-à-dire on accepte de continuer dans le pillage et dans le viol de ce qui se passe à l'Est. Nous, Congolais, on ne doit pas accepter. On doit accompagner Charles Onana. Parce que ça, ce n'est pas le dernier livre. Il en a écrit 4. Il a fait des études et des analyses sur les Grands Lacs et la République démocratique du Congo. C'est une personne qui est mieux placée pour expliquer ce qui se passe à l'Est. Il a commencé avec l'opération HOP, où Clinton a organisé l'opération HOP pour organiser ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est un projet qui ne datait pas d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de 1942. Et la continuité, tout s'est manifesté en 1994. C'est là où la guerre de l'Est a commencé, en 1994. Et qu'est-ce qui est reproché justement à Charles Onana? Alors, ce qu'on reproche à Charles Onana, par le fait qu'il y a eu des jugements rendus en France en ce qui concerne les cas de génocide rwandais, au Rwanda. 94. Et maintenant, des lobbying proches du Rwanda, ainsi que de Rwandais qui vivent au sein de l'Union européenne, ont bousculé les parlementaires français en 2017. Et les parlementaires français ont intégré dans l'article 24 sur la liberté d'opinion un alinéa qu'on appelle 24 bis,
Et c'est cet alinéa-là qui permet aux Français de s'attaquer à Charles Onana. Parce qu'après jugement, Charles Onana a étalé les résultats de ses recherches, de ses analyses. Résultats et recherches démontrent aujourd'hui que tout ce qu'on avançait comme alibi, c'était du faux. Par le fait que, au départ de l'action qui a occasionné génocide, c'était l'assassinat du président Habyarimana. Et l'acteur de l'assassinat même du président Habyarimana... Mais on n'en parle pas trop. Hein, non, effectivement, c'est ça est mort, on n'en parle pas trop. C'est ça, il n'y a pas qu'Habyarimana, il y avait aussi le président de Burundi. Cyprien? Oui, ils étaient à deux. Voilà. Et ces jours-là, tout a été organisé avec les services de renseignement américains. Et Kagame a exécuté le boulot. C'est la mort d'Habyarimana qui est un élément déclencheur. Et par la suite, je crois à cette époque-là, le Premier ministre était Kengo Adondo. On nous a amenés des Rwandais ici. La communauté internationale a demandé que les Zaïre à l'époque puissent ouvrir un couloir humanitaire pour que les réfugiés rwandais viennent s'installer au pays. Avec l'opération turquoise. Voilà, et c'est le début de tous les malheurs que nous connaissons. Même avec ça, même le président Mitterrand ne comprenait pas déjà à cette époque-là le complot. Ne comprenait pas, le président Mitterrand ne comprenait pas le complot. Même l'opération turquoise, ça a été voté au niveau des Nations Unies. C'est ça la responsabilité de la communauté internationale. Mais tout a été manigancé par la structure de Soros, en tête avec M. Bill Clinton. C'est lui qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à nos frères qui vivent aux États-Unis, en Europe et consorts, à chaque fois qu'il y a manifestation, il faut toujours mettre l'effigie de M. Clinton. C'est lui le patron de tout ça. Quels sont les péchés justement, les péchés de Charles Onana en publiant ses livres par rapport à ses détracteurs? Le péché ici c'est quoi? Charles Onana a mis à nu l'entreprise macabre de M. Kagame et des mondialistes. C'est ça. Est-ce qu'il faut continuer à piller la République démocratique du Congo aussi longtemps qu'aujourd'hui on a montré noir sur blanc que le Rwanda fait la guerre à la République démocratique du Congo? Ce n'est pas sur fond des génocides Tutsi, alors qu'il s'agit d'abord d'un génocide rwandais. Et deuxièmement, la vérité est que c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. C'est ça le péché d'Onana. Et voyez tous ces gens-là. Aujourd'hui, le prix du coltan est au rabais. Mais on ne sait pas évaluer en réalité combien ils ont pillé chez nous. Parce que 2014, 2015, 2016, 2017, le Rwanda était estampillé comme étant le premier pays producteur mondial de coltan. Le premier pays producteur mondial de coltan. Un minerai qu'on ne retrouve pas sur le sol rwandais. Effectivement. Ils ont même des usines là-bas. Ils ont même des usines de transformation parce que la chaîne se fait comment? Lorsqu'on pille chez nous à Rubaya, les minéraux arrivent de l'autre côté. Il y a une entreprise qu'on appelle AV8. C'est AV8 qui... C'est une entreprise britannique en fait. Américaine qui fait le dispatch entre Hong Kong, l'Europe. Et vous voyez tous ces gens-là, tous ces pays-là, il y a la Chine aussi, il y a Vietnam aussi. Et c'est par là que ces minéraux empruntent ces chemins pour détourner au fait la loi Dodd-Frank, votée par Obama. Mais Kagame lui-même a reconnu en disant que pourquoi vous vous acharnez seulement à moi, mais les destinataires finaux, vous n'en parlez pas? C'est à lui de dénoncer tous ces destinataires finaux. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo, on a porté plainte contre Apple. Chose qu'on ne pouvait jamais imaginer. Vous voyez la puissance d'Apple. Mais aujourd'hui, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a pris quand même ce courage. Et au moment où nous parlons, au niveau d'Arusha, il y a un procès. Il y a un procès en gestation contre le Rwanda. Et je pense que Kagame commence à se retrouver dans une situation très difficile. Mais le Rwanda s'interroge sur la compétence justement de ces tribunaux pour statuer sur des faits qui datent d'avant l'adhésion de la RDC à l'EAC. Non, adhésion ou pas, est-ce qu'il n'y a pas eu génocide ou pas des Congolais? Il y a génocide. Il y a possibilité parce que en Angleterre, lorsqu'on parle de Pinochet aujourd'hui, même les enfants de la famille Pinochet ont voulu renoncer au nom de Pinochet. Mais les faits datés de quand?
c'est ce qui va se passer avec le Rwanda. La réalité, le monsieur se retrouve en étau. C'est ça la vérité, raison pour laquelle les Américains ont refusé à ce qu'ils puissent accéder au territoire américain parce que, au fait, c'est la tête qui cache la forêt. Monsieur Donc Kagame, le Rwanda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Effectivement. Justement, le procès à Charles Onana débute le 7 octobre prochain à Paris. Les Congolais, des clubs d'amis, les amis de Charles Onana. Je ne sais pas si vous en faites partie. Non, tout Congolais, sauf les collabos. Tout Congolais, sauf les collabos. Tout Congolais est appelé à être ami de Charles Onana. Alors qu'est-ce qui est fait justement pour soutenir Charles Onana? Parce que c'est pour la cause de la République démocratique du Congo qu'il est aujourd'hui poursuivi. Et qu'est-ce qu'au Congo, qu'est-ce qui est fait pour que Charles, même là où il est, sente qu'il y a des gens quand même qui le soutiennent? Déjà, lorsque vous soutenez Charles Onana, vous soutenez toutes les démarches que le président de la République est en train d'entreprendre quant à ces dossiers. Et deuxièmement, troisièmement, vous soutenez nos frères et sœurs de l'Est et vous soutenez la stabilité de la République démocratique du Congo. Parce que lui, il a pris sur ses épaules, chose que nous, Congolais, on avait peur de dénoncer. Regardez même dans nos médias, il y a 6 ans, 7 ans, on ne savait pas dire réellement ce qui se passe parce qu'on était aussi géré par les mêmes personnes qui sont de cette émanation-là. Donc par crainte de représailles, d'être poursuivi? Alors que lorsqu'on devient légion, ça sera difficile d'être poursuivi. Je ne sais pas si vous avez échangé avec le feu professeur Biyoya. Moi, je le suivais souvent. Il dénonçait déjà, il faisait la même chose que notre oui, frère le professeur Onana. Philippe Biyoya, oui. nous le connaissons très bien, grand internationaliste. Et effectivement. Donc, vous voyez qu'on doit continuer sur ces chemins-là. Il n'y a pas que moi, il y a M. Freddy Moulumba. Et le lundi 7, nous allons organiser un sit-in. Ici à Paris ou bien à Kinshasa? Non, à Kinshasa, il y a aussi des gens qui vont œuvrer à Paris. Et je crois aussi au Cameroun. Et dans d'autres pays africains aussi. Mais ici, je donne le programme d'ici. Lundi, mardi, mercredi, je crois lundi, on va fixer les sites. Le mardi, on fait la même chose. Le mercredi, le jeudi, il y aura pratiquement un temps mort. Et le vendredi, on va faire un grand Donc tout le temps du procès, vous serez en activité, oui, il faut être en activité parce qu'on doit être en esprit avec notre frère Charles Onana. Et ça aura quel impact? Et ça a un impact parce qu'il n'est pas seul dans ce combat. Il y a un foule derrière lui. Vous savez, il n'y a pas d'arme capable de nuire à la volonté de tout un peuple. Lorsque tous ces gens-là regardent, nous Congolais, d'abord, on a décidé de se mirer dans le bon sens du miroir. Et ce bon sens-là, ce n'est que le combat pour l'unité de la République démocratique du Congo. Et entre autres, il y a un monsieur qui, dans ses procès, parce que si vous lisez le document sur l'Holocauste au Congo, vous verrez que, vous comprendrez que monsieur n'a pas fait de blablabla. Le monsieur a produit des éléments probants. Alors, le procès risque d'être le procès du siècle parce que ça peut mettre dans le même sac la famille Rockefeller, la famille Rothschild, les Clinton, tous ces gens-là. Il y aura beaucoup de renseignements par rapport à ces procès. Hein? Mais ça risque d'être élastique et prendre beaucoup de temps. Ça risque d'être élastique et ça va être révélateur de beaucoup de choses. Raison pour laquelle on ne peut pas abandonner ces messieurs qui ont pris le courage de dénoncer, chose que nous-mêmes on n'arrivait pas à faire. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. Il y a des Congolais qui nous suivent en France, en Belgique, en Allemagne, à Genève, en Suisse. Et ils sont éparpillés à travers le monde. Qui sont des cœurs avec Charles Onana, un panafricaniste. Il n'est pas congolais, lui c'est un Français, il est franco-camerounais, mais il a accepté de parler de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, de défendre la cause du Congo. Un message en direction de tous ces Congolais. Je crois que tous ces gens-là qui veulent soutenir la République démocratique du Congo, porter ces combats, d'abord, il y a les t-shirts ici. Ça fait votre participation dans ces combats. Je crois que pendant ces 5 jours, nous serons habillés avec ces t-shirts qui rappellent l'Holocauste au Congo.
Et non à la balkanisation. Non à la balkanisation, ce qui est important. Là, il faut contacter M. Freddy Mulumba. Et je crois que c'est autour de $5. Et c'est lui qui pense soutenir le procès. Parce que le procès demande toujours l'argent. On ne demande pas l'argent, mais commander tout simplement les livres qui coûteraient pratiquement $40 les temps que ça arrive en Europe. Et ça quitte l'Europe pour ici. Et vous serez servi. Là, il faut voir M. Freddy Mulumba, l'ancien DG de la RTNC. Donc, comprenez que la cause de Charles Onana, c'est notre cause. Parce que la stabilité de la République démocratique du Congo, c'est la stabilité de l'Afrique. Et souvenez-vous de cet écrivain-là qui avait dit que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. C'est Frantz Fanon. Frantz Fanon. Je l'ai étudié à l'école. Et maintenant, en étant parent... Le Congo a la forme d'un revolver, dont la gâchette effectivement, se trouve en République démocratique du Congo. Merci donc, Patrick Mpiana. Merci, voilà. Merci donc Patrick Mpiana d'être venu sur ces plateaux et d'avoir éclairé notre lanterne sur des questions liées notamment au 19e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Merci pour des éléments de réponse sur le procès du siècle, le procès Charles Onana. Espérons vous retrouver dans d'autres tribunes pour parler d'autres questions.